donc oui, les points négatifs, ça peut, on va dire, se transformer très aisément en piste d'amélioration et sans avoir entendu les recommandations du rapport Lafourcade, on a quand même l'impression d'avoir entendu quelques messages forts. C'est pas complètement exclu. C'est pas et d'ailleurs, qui rentre tout à fait en, comment dirais-je, en écho avec ce qui est l'intervention précédente. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu un grand silence à vous écouter parce que, comme un certain nombre d'établissements, d'associations, de structures sont en réflexion sur leur projet d'établissement, je suis sûr que dans la tête d'un certain nombre de personnes ici, il y avait comme une espèce de grille où on se disait, est-ce qu'on a bien coché cette grille-là? Est-ce qu'on a bien coché cette grille-là? Et je crois que, voilà, pour un établissement que je connais un petit peu, j'ai l'impression qu'on n'a pas oublié grand-chose. Mais enfin, il faudra quand même relire tout ça ou réécouter tout ça. Oui, ce n'était qu'une synthèse. D'accord, très bien. Donc nous allons avoir maintenant 3 petites tables rondes d'une demi-heure, juste pour remettre en perspective peut-être certaines thématiques. La thématique de l'articulation avec le médico-social, la thématique de la place et des ressources des usagers et représentants d'usagers, et la thématique des leviers du changement. Je vais animer la première table ronde. Donc, vous avez remarqué que l'ensemble de cette réunion est filmé. Tout à l'heure, lorsque vous allez prendre la parole, on entendra votre voix, mais vous ne serez pas filmé. Alors, donc, il faut que vous le sachiez. Vous sachiez aussi qu'on entend votre voix. Ce sera donc sans doute par tranche. On va mettre ça sur le site du CREPSI. Enfin, ce sera des liens qui se dirigeront vers Dailymotion ou YouTube, comme on a maintenant l'habitude de faire. À vous écouter, Monsieur Caillé, dans la toute première partie de votre exposé, enfin qui a été quand même assez longue, mais qui paraissait au fond quelque chose qui était de l'ordre de la priorité, même si on était dans le champ de la psychiatrie, puisque finalement c'est un peu cette discipline et la politique de santé mentale qui était interrogée, les premiers items qui arrivaient étaient des items sociaux. C'est vraiment arrivé de façon massive, logement, emploi, accès à la scolarisation, en ce qui concerne les enfants. Et donc, on a vraiment l'impression que finalement, ces dimensions-là, elles sont intimement liées aux soins, qu'on ne peut pas les distinguer du soin. Et pourtant, elles sont distinguées du soin dans la mise en œuvre. Et ça rejoint tout à fait ce que disait Marie-Christine tout à l'heure sur les données probantes montrent qu'il faut associer à la, on va dire, responsabilité géopopulationnelle du secteur, une responsabilité géopopulationnelle sociale. Alors, moi, ma question, parce qu'à partir du moment où effectivement on distingue des grandes directions à prendre, des choses à faire, des initiatives à développer, est-ce qu'on peut... Le diable est dans les détails, comme on dit toujours, mais donc est-ce qu'on peut se contenter d'invoquer ça comme une sorte de direction générale, ou est-ce qu'il faut, à partir d'un certain moment, on va dire, engager dans la législation ou la réglementation quelque chose qui serait, on va dire, plus pérenne, plus établi, plus organisé, plus obligatoire. La question qui vient, c'est comment est-ce qu'on peut, au fond, accorder l'initiative de prise en charge sociale complémentaire et concomitante de la prise en charge sanitaire dans les faits, avec les moyens dont on dispose, dans les moyens réglementaires dont on dispose. Alors,
je profite de la présence de Gilles Groussard, qui est conseiller général, secrétaire de la commission des affaires sociales du conseil général de Maine-et-Loire. Donc, je te remercie d'être ici, et président du conseil de surveillance du Sésame, c'est une chose. À un moment donné, la question qui se pose, je pense que ça se pose dans tous les départements de la région des Pays de la Loire, qu'il s'agisse de Loire-Atlantique, c'est comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Est-ce que ça demande au fond des choses un petit peu plus formalisées qu'aujourd'hui, ou est-ce qu'on peut se contenter d'une sorte de dynamique spontanée d'acteurs qui prennent conscience en même temps des réalités. Voilà, vous avez beaucoup insisté sur le handicap psychique, Marie-Christine aussi, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Voilà, ma question, donc je la rassemble en disant, est-ce que tu peux nous dire au fond comment aujourd'hui se ressent de l'intérieur de l'Assemblée départementale en charge de ces questions sociales, comment se ressent la question du handicap psychique et éventuellement des initiatives qui pourraient être prises pour le moment en l'absence de réglementation ou de législation supplémentaire. Si je ne te mets pas trop mal à l'aise en te posant la question de cette façon-là. Pas du tout, mon cher Denis. Non, ce qui me semble, effectivement, dans la manière dont tu as rassemblé finalement les premiers propos liminaires qui ont été formulés tout à l'heure, moi je partage totalement cette idée, effectivement, qu'on puisse avoir dans le cadre de nos politiques publiques, mais pas qu'à l'échelle d'un département, à l'échelle aussi des grandes villes, enfin des villes, des bailleurs sociaux, parce que j'ai été très réceptif sur la question effectivement de l'habitat social finalement, et quand on mixte les deux questions qui sont celles de la compétence effectivement d'un conseil départemental sur les publics en difficulté, sur les publics en insertion, sur les publics qui relèvent du RSA, etc., et que de l'autre côté on regarde effectivement la manière dont une collectivité peut répondre en tant qu'animateur du réseau des bailleurs sociaux, je pense que là, on a une vraie initiative à prendre qui doit s'appuyer, je pense, déjà sur ce qui existe, c'est-à-dire et ce qui va se faire autour des contrats locaux de santé. Je pense que là, on a un vrai sujet dont il faut qu'on se saisisse dans les politiques de prévention et de santé publique à l'échelle des intercommunalités. Et puis de l'autre côté, au niveau des départements, c'est vrai qu'on ressent, nous, du côté de l'ensemble des travailleurs sociaux du département, cette volonté d'un travail coopératif avec le champ de la santé mentale au sens large. Et je crois qu'on est en train de profiter, parce que les mandats démarrent finalement depuis peu de temps, les nouveaux mandats, on va dire, et on a une vraie question autour des schémas d'organisation départementaux. Et je crois que c'est dans la réflexion commune qu'on peut mener dans les schémas départementaux qu'on doit absolument intégrer cette politique qui est posée sur le plan sociétal, finalement, ou social, ou environnemental. Mais je crois que là-dessus, il faut qu'on trouve... Et puis moi, je rebondis juste pour terminer, parce que ça m'a bien plu aussi la manière dont vous avez posé, parce que j'ai l'impression que c'est le vieux serpent de mer autour de l'image de la psychiatrie, de ce qui est véhiculé médiatiquement, etc. Je crois que il va falloir qu'à un moment donné, on en sorte. Et je ne pense pas que ce soit par le pouvoir réglementaire, en tout cas qu'on en sortira. C'est vraiment par le travail qui doit être fait en collaboration et qui doit aussi être relayé dans la manière dont on parle finalement de tout ce champ. Donc je ne réponds pas complètement à la question, je sais simplement que, en tout cas de notre côté, à nous, au niveau des élus des collectivités, des intercos ou des départements, je crois que ce qui est important surtout, c'est le fait de mieux se connaître, de travailler beaucoup plus ensemble, en concertation, dans des groupes de travail qui sont des groupes de travail d'élaboration pour l'instant des schémas départementaux. Merci. J'ai encore une autre question, mais après, préparez vos questions sur le sujet. Marie-Christine, tu as évoqué donc l'idée, alors j'arrive plus, j'ai un trou de mémoire, j'arrive plus à me souvenir de la locution que tu définissais. Je me souviens juste de celle que tu ne voulais pas retenir, justement, qui était celle de la plateforme. Donc, comment penses-tu que peut se mettre en place une plateforme
de travailleurs sociaux qui soient au fond dans la même posture de responsabilité géopopulationnelle que peut l'être la psychiatrie de secteur quand elle est en devoir de répondre aux questions de la crise, par exemple, ou aux questions de la prise en charge thérapeutique. Il y a d'un côté, effectivement, le secteur de la prise en charge thérapeutique, et en face, ce que tu dis, c'est que les données probantes montrent qu'il faudrait qu'il y ait, quasiment de façon systématique, si j'ai bien entendu ce que tu disais, finalement, un suivi individualisé par un travailleur social. Avec Philippe Duverger, tout à l'heure, on se faisait la réflexion qu'il y avait une grande, on va dire, continuité dans l'intuition législative qu'il pouvait y avoir, parce que ça ressemble fichtrement à ce qu'on appelait dans la loi du 30 juin 1838 le curateur à la personne. Donc ce curateur à la personne, qui n'est pas le curateur aujourd'hui de la loi sur les majeurs protégés, parce qu'il n'a plus le temps, mais ce case manager, au fond. Voilà. Comment est-ce qu'on fait émerger cette catégorie de professionnels dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie? On se dit, ça peut être les infirmiers psychiatriques. Ce serait tout à fait au fond de leurs attributions et de leurs compétences de faire cette espèce de case management sanitaire. Mais s'il doit y avoir un case management social, comment et de quel, on va dire, de quel corps professionnel il va pouvoir surgir et de quels moyens il va pouvoir aujourd'hui se distinguer pour pouvoir le constituer. Mais, moi, je plaide pour la flexibilité. C'est-à-dire, ça qu'à y répondre, on va essayer d'y répondre dans notre territoire. Non. Je pense que c'est une question importante, parce que pendant que tu posais la question, je me disais, mais finalement, il n'y a pas de collège des secteurs de psychiatrie. Chaque secteur de psychiatrie travaille tout seul. Alors pourquoi chaque équipe sociale ne travaillerait pas toute seule? Et en réalité, on crée des territoires, GHT, CPT ou autres, pour travailler tous ensemble. Donc il va y avoir des collèges territoriaux d'équipes de secteurs de psychiatrie. Donc, en miroir, il est important d'avoir des collèges territoriaux de ces travailleurs sociaux. Les raisons pour lesquelles on pensait qu'il était important qu'il y ait ces collèges territoriaux, à savoir, il y a une culture vraiment identitaire qui doit se constituer, une parole qui doit émerger à côté de la parole sanitaire qui est très forte en psychiatrie. Donc c'est l'idée de ces collèges. Il faut qu'il puisse y avoir entre travailleurs sociaux cette réflexion commune sur les pratiques sociales, avec des référentiels théoriques qui ne soient pas le référentiel soit psychodynamique, soit psychopathologique, parce que justement, dans le partenariat, il ne faut pas qu'on ait les mêmes référentiels théoriques. Donc, tout ça imposé d'une certaine manière, qui est ce type de collège. Et en t'écoutant, je me disais, mais c'est ce qui manque aussi à la psychiatrie, un collège territorial des secteurs de psychiatrie, qui puissent travailler ensemble à l'analyse de pratique, à l'amélioration des connaissances, à la mutualisation. Finalement, l'un pourrait entraîner l'autre, et pas dans le sens où on pouvait le penser. Oui. Ensuite, concernant ce que tu disais sur d'où viendraient ces travailleurs sociaux. D'où ça pourrait émerger. Est-ce que, je précise ma question éventuellement, c'est est-ce que par exemple, finalement, dans les travailleurs sociaux des collectivités territoriales, que ce soit les mairies ou que ce soit les conseillers généraux, est-ce que ça peut venir des maisons des solidarités? L'idée, c'est que c'est une fonctionnalité nouvelle qu'il faut créer. Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas l'institutionnaliser tout de suite. L'idée, c'est que des travailleurs sociaux, il y en a sur le territoire. Il suffit de... Je dis n'importe quoi, hein, mais bon, c'est pas de n'importe quoi complètement. Si on fait un appel à projet lancé à tous les travailleurs sociaux du territoire, en disant qui serait intéressé pour venir travailler en équipe auprès des secteurs de psychiatrie, d'où que vous veniez, que ce soit des CCAS, que ce soit des conseils départementaux, que ce soit de n'importe où, qui serait intéressé, et qui est un opérateur. Bon, nous, par exemple, dans les Yvelines, ce sera l'œuvre Falleret, qui est une structure médico-sociale associative,
qui assure, en tant qu'opérateur de rattachement, ce collège, pour avoir le côté institutionnel. Et puis, ce collège-là travaillera, bien sûr, avec le conseil départemental, avec les mairies, avec tout ça. Mais que ce soit des individus qui viennent pour une fonctionnalité nouvelle, de la même manière que quand tu recrutes un psychiatre, eh ben, tu fais un appel à projet, tiens, il y a un poste vacant, quel psychiatre peut venir travailler dans cette logique-là? Là, c'est une fonctionnalité nouvelle qui appelle des professionnels qui soient intéressés par la santé mentale, puisque c'est spécialisé, et qui puissent être recrutés par un opérateur médico-social qui ne soit pas le conseil départemental, ni la mairie, qui participe trop, je dirais, de manière peut-être parfois un peu cloisonnée. C'est-à-dire, c'est pour ne pas être dans une institution déjà existante. Ni l'établissement sanitaire, si je Ni- t'entends bien. ni- surtout pas L'établissement sanitaire. D'accord. Alors, tu fais émerger un corps professionnel. Voilà. Enfin, les travailleurs sociaux existent. Oui. Ils ont besoin certes. probablement Mais- de réfléchir à leur pratique lorsqu'ils travaillent dans la santé mentale, Oui. mais ils existent. Ça peut être une assistante sociale de mon service, je pense à une en particulier avec qui j'ai discuté de ça, Oui. qui serait tout à fait intéressée pour aller travailler dans une équipe sociale qui ne serait pas forcément la nôtre pour éviter la confusion, mais où ça l'intéresserait bien de travailler comme ça. Des travailleurs sociaux qui ont envie de travailler comme ça. Actuellement, il n'y a pas de travailleurs sociaux, ni ceux qui sont au conseil départemental, ni ceux qui sont dans les mairies, etc., qui travaillent comme ça. Donc c'est... Non, complètement comme ça, dans le suivi social au quotidien, en continu, 24/24, pour assurer la transversalité de l'action sociale et du suivi social. Non. Philippe, je t'assure, non. Oui. Vas-y, peut-être t'en as Le un, micro, Philippe Duverger. Merci beaucoup. En tout cas, un grand merci aux deux orateurs et à Denis de nous laisser débattre sur ces questions de fond. Et c'est vrai que c'est le pédopsychiatre plus qui va parler avec deux casquettes. Une casquette de terrain, pédopsychiatre aux urgences, et puis aussi le médecin coordonnateur du Centre de ressources autisme des Pays de la Loire. Alors, en tant que... Moi, je suis complètement d'accord sur l'idée d'un référent. Et en t'écoutant tout à l'heure, je pensais, puisqu'on travaille beaucoup avec l'aide sociale à l'enfance, chaque enfant de l'aide sociale a un référent social. C'est très bien, on essaye de travailler ensemble, mais malgré tout, qu'est-ce que c'est compliqué? Et c'est le praticien de terrain, aux urgences du CHU régulièrement, qui dit que finalement, quelle complexité, quelle difficulté à travailler ensemble. C'est possible, moi j'apprécie beaucoup les soins ambulatoires intensifs, enfin, vraiment on essaye, mais avec des limites et avec vraiment, là, se pose la question des moyens. Parce que pour mettre en place quelque chose de ce suivi ambulatoire intensif, on a même été chercher une équipe mobile qui va dans les foyers, enfin vraiment avec les... Mais qu'est-ce que c'est compliqué quand l'éducateur référent est en vacances, n'est pas là, enfin, à ce moment-là, tout tombe. C'est vraiment très difficile. Et puis, c'est une autre question en filigrane qui me vient, c'est au fond la question des preuves ou des recommandations. Et là, c'est le médecin coordinateur du CRA qui parle. Si les recommandations pouvaient nous faire travailler ensemble, soit, or aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'elles nous clivent. Je pense à l'autisme. Hein. Bah oui, mais je suis le médecin responsable, coordonnateur du centre de ressources autisme, avec un collège de tous les pédopsychiatres des CAPS, des CMPP, des CMP de la région, pour penser ça ensemble, avec le médico-social. Ben j'y mets une énergie très importante avec toute l'équipe du CRA. C'est vraiment très, très compliqué. Comment, tu l'as très bien dit, faire évoluer les mentalités, aller accompagner le changement, c'est vraiment très difficile. Et là, il y a certains discours politiques parfois qui clivent aussi entre le médico-social et le sanitaire. C'est difficile sur le terrain après de vraiment travailler ensemble. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai que ça c'est très dommage parce que notre volonté, elle est malgré tout de faire travailler tout le monde ensemble. D'ailleurs, les groupements de coopération, tout ça nous permettent ça de bonne manière, je dirais, hein, mais c'est vraiment un travail, il faut changer de culture, il faut changer de mentalité. Alors, des preuves, oui, mais voilà, avec les retours d'expérience sur le terrain. Peut-être la pédopsychiatrie peut aider à ça, en tout cas, ce serait avec le plus grand plaisir, mais c'est vraiment compliqué. Tu veux dire, est-ce que je peux dire Vas-y. plus... Tu veux dire que le discours politique aujourd'hui, il n'est pas pacifiant?
Oui, par rapport à ces projets. Sur l'autisme, oui, je te Par pose exemple, la question. Non, Par mais exemple, mais par rapport à la fois, moi je partage complètement ce que disait Marie-Christine Allais ou M. Gay sur l'idée de partager les savoirs, de diffuser les savoirs, d'accompagner ces changements-là, enfin de culture, de mettre des référents, de travailler ensemble finalement, sans clivage. C'est ce qu'on essaye sincèrement de faire sur le terrain, avec des référents qui ne sont pas dans le même champ, dans le même domaine. On a du mal en pédopsychiatrie à justement essayer, enfin mettre ça en œuvre. Il ne faudrait pas que ce soit dans un discours politique remis en question régulièrement, parce que ça fragilise beaucoup les professionnels. se sont exprimés des responsables politiques et des personnes du monde sanitaire sur cette question de l'articulation avec le médico-social. Est-ce que quelqu'un, je préférerais du monde médico-social ou social, souhaite dire quelque chose, hein? S'il vous plaît, venez à mon secours. Oui. On va vous entendre. Oui. Excusez-moi. Allez-y. Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre question à Madame, excusez-moi. Hardy. Voilà, Marie-Christine. Vous avez évoqué dans votre question la place enfin, aujourd'hui, on voit dans beaucoup de situations des mandataires judiciaires, donc qui ont des mesures de curatelle, de tutelle, voilà. Et c'est vrai que avant, il y a quelques années déjà, ces professionnels qui sont pour la plupart issus du travail social, qui sont des travailleurs sociaux, avaient justement cette capacité à être référents et à faire un vrai accompagnement médico-social, qui n'ont plus aujourd'hui, par manque de temps et parce qu'ils ont beaucoup de dossiers, cette possibilité de faire. Est-ce que cette question de référent, justement, elle ne se reposerait pas là? Enfin, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Pourquoi pas? Je veux dire, si vous vous reconnaissez dans cette fonctionnalité et que vous pensez qu'effectivement, il y a des gens qui ont votre cursus qui pourraient être intéressés, absolument. Juste la question de temps. C'est-à-dire qu'il y a des référentiels internationaux pour le suivi intensif. Combien de personnes pour combien de patients? Si tu fais le calcul... Alors, l'autisme est quand même... Enfin, je suis désolée, c'est pas un bon exemple de rien du tout, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'actuellement, on est dans une période de déconstruction plutôt que de construction satisfaisante pour tous. Donc, il faut attendre un petit peu. D'ailleurs, je te le disais, le centre de preuve a été sollicité sur l'autisme et on a dit non. Le climat est tel que on ferait la saucisse dans le sandwich, si vous me permettez cette vulgarité, mais vous allez rien faire de ces données probantes. Vous êtes sur un autre registre, qui est plus un registre politique, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, voilà. Après, je suis sensible à ce que tu dis sur la réalité du partenariat avec un référent. Cela dit, c'est vrai, imagine-toi... Enfin, je ne sais pas qu'en pédopsie, parce que vous êtes quand même un peu presque en avance par rapport à la psy adulte, donc c'est intéressant ce que tu dis. Mais imagine-toi, tu es dans un secteur de psychiatrie adulte, voilà, tu as une équipe qui vient de 3 personnes, parce que tout seul, c'est pas possible. Je veux dire, et c'est dans la littérature internationale, c'est décrit comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait un référent social dans une équipe. Ça n'a pas de sens. Il faut une équipe. Et donc, à la fois, ils peuvent quand il y en a un qui est absent, bah, il y a l'autre, ils connaissent la population, voilà. Tu as, dans un secteur de psychiatrie adulte, 300 patients schizophrènes à peu près en charge. Le suivi intensif va concerner entre 5 et 10% de ces patients. Et en termes de suivi intensif, les moyens, c'est un référentiel commun, c'est un professionnel pour 12 personnes. En suivi intensif, si tu fais en année pleine, tu n'as pas de suivi intensif pour tes 300 patients, puisque tu as 5 à 10%. Voilà. Si tu fais le calcul, c'est comme ça qu'on a calculé 3 travailleurs sociaux pour une équipe auprès d'un secteur de psychiatrie. 3 ou 4 selon que le secteur de 70 000 à 100 000. Donc après, quand on dit on n'a pas le temps, il y a aussi comment peut-on correctement organiser notre temps pour ne pas être débordé. C'est-à-dire que si on fait un suivi intensif pour des personnes qui ont besoin d'un suivi courant, c'est juste une catastrophe pour les personnes elles-mêmes. Parce que ce qui est aussi dit dans la littérature, c'est qu'une surréponse aux personnes qui présentent ce type de handicap va diminuer leur autonomie. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment la réponse minimale. Et c'est dans les textes
Réponse minimale. Et c'est vrai que les secteurs de psychiatrie, par exemple, sur un plan sanitaire, ont, et ça a été montré, tendance à surrépondre à leurs patients, aux patients qu'ils suivent. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est contre la prise d'autonomie. Donc ça, c'était juste pour calibrer les moyens, quoi. Enfin, c'est pas énorme. C'est pas une... C'est en travaillant avec toi. C'est pas énorme. Enfin, la question, c'est celle du gain. En fait, voilà. Alors, oui. Mais est-ce que finalement, on gagne par, on va dire, le redéploiement ambulatoire, le suivi minimum souhaitable et surtout pas au maximum non souhaitable, en ambulatoire, en suivi intensif, pour ces 10% de personnes qui ont vraiment besoin d'un suivi intensif, est-ce qu'on regagne finalement ce dont on ne va plus avoir besoin dans le cadre de l'hospitalisation complète? C'est à la fois une question, puis quelque part, c'est entendu comme un pari par les... C'est-à-dire que... Oui, vas-y, non. Justement, comme c'est un pari, la difficulté qui a été soulignée d'ailleurs dans d'autres pays, qui pour réaliser ça, ont anticipé, ils ont fermé les hôpitaux et ils ont dit de développer le suivi ambulatoire. Et ça, c'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place le suivi ambulatoire et que l'ARS nous dise, vous gagez que dans un an, on fermera une unité de 30 lits. Voilà. Enfin, je dis n'importe quoi. Mais c'est juste, le timing est extrêmement important. C'est-à-dire que, voilà, on ne peut pas faire les choses à l'envers, quoi. Pascal Cacot. Le coup de fermer 30 lits remonte dans l'Assemblée. Pascal Cacot, je suis psychiatre et j'ai dirigé pendant une vingtaine d'années une association de santé mentale en Île-de-France qui est née il y a 60 ans et qui voulait faire des soins dans la vraie vie, des soins en insertion. Et donc c'est dire si le rapport du centre de preuve me touche beaucoup. Je suis par ailleurs président de la conférence de territoire de santé de Paris et donc on met tous ces ingrédients dans le shaker, on secoue et en général le cocktail n'est pas réussi. Alors Denis, merci d'avoir lancé une invitation au Urbi et Orbi. Paris étant dans la banlieue d'Angers, je suis venu facilement. Absolument. Bon, Denis, il va être difficile de faire une omelette sans casser des œufs. Le rapport du centre de preuve est une révolution. C'est une révolution. À Versailles, le 15 juillet 1789, il y a un dénommé La Rochefoucauld-Liancourt, surintendant de la garde-robe du roi, qui racontait à Louis XVI ce qui s'était passé pendant la nuit. Il a dit « c'est une révolte ». Non, sire, c'est une révolution. Alors maintenant, la révolution se fait à Versailles. C'est un peu curieux pour notre histoire, mais c'est une révolution parce qu'on est vraiment devant un changement de paradigme. Le plan psychiatrie et santé mentale, celui dont on avait oublié l'existence, sauf quand on s'est rappelé qu'il fallait l'évaluer, était centré sur l'idée de diminuer les ruptures. C'était diminuer les ruptures dans les savoirs, dans les parcours, etc. Le rapport du centre de preuve, c'est diminuer les pertes de chance. Pour moi, c'est ça. C'est diminuer les pertes de chance et diminuer l'inéquité territoriale. Parce que c'est à la fois un rapport qui montre un certain nombre de données et qui en même temps propose une technique pour mettre en route l'ensemble, à partir de l'existant. Sauf qu'il y a quand même, parfois de manière explicite, souvent de manière implicite, dans ce rapport, une vraie réinterrogation de cet existant. Chacun en prend pour son grade. Le secteur dit sanitaire en prend pour son grade du côté de « tiens, vous n'avez pas telle technique ». Pourtant, il y a pas mal de données probantes qui montrent que. Donc maintenant, nous attendons tous à ce que les ARS, les associations d'usagers nous disent « ah bon, vous ne faites pas de suivi de famille ?» Ah, comment ça se fait? Parce que pourtant, la littérature, le rapport du centre de preuve... Bon, là où nous avions avant, vis-à-vis des associations d'usagers,
la réponse très simple quand il disait mais pourquoi est-ce que si je suis là, on va me proposer une approche psychanalytique, là-bas une approche cognitive, là-bas, oh, bah, tout dépend de la marotte du chef de service, mon vieux, si t'es pas content, t'as qu'à déménager. Là, ça va bouger. Le deuxième acteur important qui en prend pour son grade, c'est le médico-social. Non pas par rapport à ce qu'il fait, mais par rapport à ce qu'il est contraint de faire, puisque la charge de la chronicité, entre guillemets, s'est déplacée, et puisque dans le rapport, Marie-Christine et Christine, nos deux professeurs, vous dites bien qu'ils ne sont pas assez près du social, c'est-à-dire du sociétal, c'est-à-dire de la société réelle. Et c'est bien le problème que nous avons dans notre pays en ayant créé ce secteur en 1975. Si c'était à faire, le referions-nous? On pourrait se poser cette question qui est un petit peu stupide, mais c'est-à-dire que le trait d'union qui est au milieu, il faudra le mettre aussi des deux côtés. Le lien avec le soin actif, le lien avec la société réelle. Et c'est ça le vrai challenge. Et dans ce rapport, vous demandez à ce que les choses évoluent, vous le demandez très clairement. Et vous le demandez en disant, nous renonçons à exercer seul la mission initiale du secteur. Mars 1960, une même équipe médico-sociale va assurer le suivi dans la communauté, etc. Là, ce n'est plus une équipe médico-sociale, c'est une équipe socio-sanitaire. Ça y est, le soin est intégré. Donc, c'est une révolution, cette affaire-là, et vous rajoutez le rétablissement, c'est quand même un sacré challenge, cette affaire-là, de savoir jusqu'où ça va transformer nos pratiques, nos manières de faire, voire la clinique. Donc, moi, je tenais à le souligner ici, je trouve qu'il va falloir qu'on en parle et qu'on en débatte très très largement, et merci beaucoup Denis, d'avoir organisé cela. Juste quelques remarques après sur la terminologie. Parce que ça pose des questions. Handicap psychique, je te reviens un petit mot là-dessus, ça n'existe pas dans la loi de 2005. Vous ne pouvez pas trouver handicap et psychique accolés l'un à l'autre pour la bonne raison que c'est la conséquence dans la vie réelle d'un trouble fonctionnel. C'est ça qu'on appelle le handicap, c'est pas autre chose. Et le fait de continuer entre nous et ailleurs à parler de handicap psychique, est-ce qu'on n'est pas en train de collaber justement l'espace dans lequel il faut travailler? C'est pour aller vite. Oui, mais est-ce que c'est une simplification qui est heuristique? J'en sais rien. C'est une question. Une autre question sur le contrat, mais c'est juste pour dire que vous apportez plein de choses, mais vous apportez aussi plein de questions. Le contrat, oui, d'accord, avec le rétablissement, c'est le contrat. Seulement le contrat qui porte sur le symptôme est un contrat léonin. Donc comment est-ce qu'on construit ça, hein? C'est quand même une drôle de question. Ça ne ressemble pas tout à fait au contrat que je passe avec mon vendeur de voiture. Qu'est-ce que j'ai noté comme autre question? Le suivi. Réserve-en pour tout à l'heure. Oui, mais ça a à voir avec ta question, c'est parce que ça me semble centré. Tu dis comment articuler, alors que le rapport est en train de dire il faut transformer les objets, les entités. C'est parce que ta question venait sur la thématique des leviers du changement que je me disais que ça pourrait éventuellement plus tard. Si ça... Alors je reprendrai tout à l'heure. D'accord, merci. Merci. Juste un mot, puis on va passer à la deuxième table ronde qui va être animée par Pierre Giraud sur la place et les ressources des associations et des usagers eux-mêmes. Christine, Pierre. Pour relancer un tout petit peu ce que tu disais, Pascal, il se trouve qu'on a demandé à Pascal de lire le rapport, de nous en faire un retour, et je te remercie de l'avoir fait. Et voilà. Sur le contrat, l'idée, c'est d'éviter de formater ce contrat en se disant que si, pour l'écrire le contrat, tu mettais le patient lui-même, la famille, l'entourage, 4 personnes, un référent social et un référent sanitaire, chacun en fera quelque chose de bien. Parce que ces 4 parties-là, forcément, le contrat, il aura un contenu qui doit satisfaire tout le monde. Si tu oublies un des 4, tu auras un contrat sanitaire pur, social pur. Et je rejoins ce que disait Philippe. Si on veut vraiment négocier des projets d'intervention qui est une pertinence, il faut toujours mettre cas par cas le patient, la famille, le sanitaire et le social. Et là, on aura des contenus de qualité. On peut leur faire confiance, je veux dire. Oui, Denis, l'UNAFAM aimerait ajouter une petite chose. Bien sûr.
Oui, Roselyne Touroud pour l'UNAFAM, c'est pour répondre au docteur Kakou. Le handicap d'origine psychique, même si effectivement handicap psychique n'est pas écrit tel quel dans la loi, la reconnaissance de ce handicap a été une véritable révolution en 2005. Si nous en sommes là aujourd'hui dans nos réflexions, je participe au centre de preuve en psychiatrie et santé mentale auprès du professeur Hardy Bellet, c'est en partie grâce à cette reconnaissance. C'est que ça a permis de rendre visible une population et justement de la faire accéder à tous ces accompagnements sociaux et médico-sociaux. Donc pour nous, nous reprenons la définition, puisque c'est vrai que depuis 11 ans, très régulièrement, on nous dit « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de handicap ?» Bon, c'est complètement stérile à mon avis. Nous retenons la définition qu'en donne Florence Weber, qui est sociologue, et qui nous dit arrêtons-nous à cette définition. Quand on parle de handicap psychique ou d'origine psychique, nous parlons bien des conséquences sociales d'un trouble psychique invalidant. Voilà, et on s'arrête là, et on fait le lien avec les travaux du centre de preuve, et on avance dans la construction et dans la réflexion, et surtout dans l'élaboration de réponses, notamment sociales, pour les personnes qui vivent avec un de ces troubles psychiques ou un de ces troubles mentaux sévères et persistants. Excellente transition. Je passe la parole à Pierre Géraud. Bien, je vais prendre la suite de ce que vient de dire Roselyne Touroud. De grâce, employons de termes simples. Parce que si on reste dans la discussion entre spécialistes, on peut dire adieu à la déstigmatisation. On va parler du travail tout à l'heure. Quand on s'adresse au travail, ou tout du moins pour le travail, ça veut dire l'entreprise, il lui faut des termes simples, même si ce n'est pas tout à fait juste pour les puristes. Alors de grâce, ne compliquons pas une chose qui l'est déjà assez. Et la chose est compliquée puisque ce qui m'est dévolu, c'est les besoins et les demandes de l'usager. Ça tombe bien, on sait que l'usager, en termes de schizophrénie, il n'a pas de demande. Mais néanmoins, on va parler pour lui, ce qui est toujours assez périlleux. Alors, moi j'étais heureux, avant, je ne vous ai pas oublié, on va passer tout de suite, mais vous allez me prêter 3 minutes. Parce que on a réinventé l'eau tiède. Et c'est toujours agréable de voir qu'on réinvente l'eau tiède. Quand vous rentrez à l'UNAFAM, c'est comme rentrer en religion. On apprend une raison ou un mantra, bref, selon que. Et il y a des gens plus anciens que moi dans l'UNAFAM ici, mais depuis 15 ans au moins, sinon avant, l'UNAFAM avait mis au point des réponses, un petit catalogue qui tient en 6 points, pour compenser les demandes non exprimées et favoriser l'autonomisation des personnes. C'est clair. Le premier, c'est la continuité des soins. On en a parlé. La deuxième, c'est avoir des ressources. La troisième, un logement. La quatrième, un suivi. Alors on va dire suivi social, suivi dans le logement, enfin le suivre dans la cité. Ensuite, c'est une prévention, une protection, protection juridique si nécessaire, et enfin un travail si la santé le permet. Ça fait bien 15 ans que chacun a appris ça par cœur. Donc je suis ravi qu'aujourd'hui, ça redevienne quelque chose de novateur. J'avais plusieurs questions. Le père aidant, parce que là on est bien dans les ressources de l'usager. Le père aidant, c'est un produit d'importation canadienne, donc pragmatique, culture anglo-saxonne, même pour nos amis de la belle province. Donc le père aidant est-il soluble dans la psychiatrie française et dans le parcours de vie tel qu'on vient d'en parler? Oui. Alors d'abord, concernant l'eau tiède,
les visées, je pense que le secteur de psychiatrie avait les mêmes visées que celles que vous mentionnez là. Tout le problème, c'était comment. On est d'accord avec le logement, on était d'accord, mais comment? Comment faire pour arriver à ça? Le centre de preuve va un peu plus loin que la visée et essaye d'aller dans le comment. Donc, c'est pas que de l'eau tiède. Oui ou pas? Oui, c'est bon. On change le régulateur. Alors, pour le père aidant, il y a un certain nombre de réponses dans la littérature internationale, assez intéressantes. Ce qui a été montré, c'est que le père aidant, quand il intervient en hospitalisation, se fait plus de bien qu'il ne fait de bien aux patients qu'il rencontre. Non, mais c'est dit comme ça en plus dans la littérature. C'est pas du tout... Voilà. Il peut se faire du mal en plus. Mais en revanche, la place des pères aidants dans les équipes de suivi social, et vous le dites très bien, dans le parcours de vie, c'est évident. Et tout ce qui concerne le suivi social, le volet social du suivi des patients, vous avez le père aidant partout dans la littérature. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, mais ça, c'est plus un engagement de l'UNAFAM, par exemple, c'est que et vous le demandez, vous le faites, Roselyne Touroud et Marie-Françoise Pillier en témoignent dans le centre de preuve, c'est qu'on ne peut plus parler des organisations sans impliquer fortement dans la conception les usagers et leurs familles. Et donc, c'est la logique de rétablissement, on dit ça. Hein. C'est quand même il faut quand même le rappeler, le paradigme du rétablissement, c'est une révolution des usagers. Ce sont les usagers partout dans le monde qui ont dit on ne doit plus penser les organisations comme vous le faites, on ne doit plus sanitariser à ce point le parcours des personnes handicapées psychiques, donc c'est une révolution usagée. Et donc c'est de cette manière qu'ils sont extrêmement proches des réorganisations qui sont proposées. C'est d'ailleurs pour ça que le centre de preuve souhaitait vraiment que l'UNAFAM soit présente pour penser les organisations. Donc il y a le niveau des pères aidants au niveau au plus près du patient, et il y a la place des usagers dans les organisations et les réorganisations du système de santé. Ça, c'est encore un autre problème. Oui, c'est très vrai. Mais et là, Denis connaît bien le problème parce que on l'a vécu et on le vit. Et je raconte l'anecdote parce que moi, elle m'a beaucoup frappé. Bon, Denis a mis sur pied au sein de la CRSA un groupe de travail qui s'appelle Santé mentale, autisme et addiction. On travaille, on produit des rapports, très bien, qui sont lus, j'en suis sûr. Et un jour, on s'est dit, mais il faudrait bien qu'on ait quand même dans notre sein un usager, un vrai. Donc d'abord, il a fallu le trouver. Il est venu, bref. Et c'est un monsieur qui parle beaucoup. Quand il est président d'un GEM, et il parle beaucoup quand il est dans le GEM. Et ce monsieur ne dit rien. Le groupe, c'est 15-20 personnes, et les échanges sont rapides et, je dirais, d'un bon niveau, parce qu'on est sur des spécialités. Donc, c'est certainement peu accessible pour lui. Il se tait. Sauf un jour, c'est récent, il y a 2-3 mois, début de la réunion, il a levé la main. Le rouge de la honte me monte au front. Non, parce que il lève la main et il a dit oui, c'est bien, j'ai été sollicité, je suis venu, mais je n'ai pas eu le sentiment d'être accueilli. On reçoit ça sur les genoux. Hein. Et donc, on a dit qu'on conserverait une réunion pour voir comment on peut faire. Mais moi, j'y pense plus souvent qu'à son tour, parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir été accueilli, je l'ai sur l'estomac. Comment peut-on faire sans nuire aux échanges, et néanmoins, la personne doit pouvoir s'exprimer. Donc, on n'a pas la solution. Si d'autres on l'a, ou si des gens l'ont, oui, très bien, mais on n'a pas de solution.
c'est pour montrer toute la difficulté de cette inclusion en direct. Il y a peut-être des questions sur ces points-là? Non? Sinon, je ne suis pas à court. Oui? Attendez le micro peut-être derrière vous. Bonjour, Philippe Hulin, UNAFAM 72. On parlait des médiateurs pairs. Où en est-on dans les Pays de Loire? Il y a des expériences qui se font dans un certain nombre de régions en France. Dans les Pays de Loire, où en est-on? Qu'est-ce qui bloque pour la mise en place de ces médiateurs pairs? On peut peut-être, avant de répondre, tout à fait précisément, on peut peut-être demander à M. Caillé ce qu'il a entendu dans les auditions qui se sont succédées sur cette thématique. Alors, médiateur de santé pair, c'est plutôt comme ça qu'on le définit, c'est ça? Alors, c'est évidemment une expérience dont on nous a parlé. C'est personnes qu'on a rencontrées aussi dans le cadre de la mission. On s'est déplacé à Lille, chez le docteur Roland. On a rencontré une médiatrice santé pair qui travaille avec lui dans l'établissement. Moi, j'ai déjeuné presque en tête-à-tête avec elle, donc on a beaucoup échangé. Et puis, au mois de mars, on a fait un petit colloque à Bordeaux sur le sujet pour réfléchir à comment on pouvait mettre en place, et on a eu des médiateurs santé pair qui sont venus intervenir. Alors, Michel Laforcade a décidé, là je sors de la mission, a décidé en tant que DG de l'ARS Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes de valider le principe de l'expérimentation dans la région de la mise en place des médiateurs santé pair, partant du principe que même si c'est là aussi une forme de mini-révolution, parce que ça modifie quand même le rapport habituel entre soignants et soignés, évidemment, c'est même le moins qu'on puisse dire. C'est quand même une expérimentation particulièrement intéressante et riche de perspectives. Je rejoins le professeur Hardy Bellé pour dire que mon premier sentiment, mais ce n'est qu'un avis personnel, c'est que, a priori, ça me semble effectivement faire peut-être plus de bien aux médiateurs santé pair qu'aux patients. Mais elle a dit en hospitalisation. En hospitalisation, on est d'accord. Après, je trouve qu'en ayant écouté plusieurs témoignages de ces médiateurs santé pair, qui sont encore très peu nombreux sur le territoire national, je crois que c'est moins de 20, il me semble-t-il, ils sont en poste actuellement. Il y a une chose qui me paraît importante, c'est peut-être la notion de confiance et de miroir qu'on peut construire sans doute plus facilement en tant que patient avec un médiateur santé pair qu'avec une équipe soignante. En disant cela, je ne remets évidemment pas du tout en cause les compétences des soignants et de toutes les personnes qui prennent en charge les personnes, mais c'est vrai que l'idée d'avoir quelqu'un, une sorte presque d'exemple, parce que quelqu'un qui est dans un grand rétablissement quand même pour exercer une fonction comme celle-là, et qui est peut-être plus à même de comprendre ce qu'on ressent soi-même que peut-être un soignant ou un médecin qui est forcément toujours dans une position institutionnelle, et c'est ce qu'on lui demande, donc c'est normal. Rien que de ce point de vue-là, je trouve que l'intérêt de l'expérimentation est réel. Après, effectivement, il faut qu'on s'interroge sur surtout ne pas mettre en danger les personnes qui vont exercer ces fonctions, parce qu'il y a quand même une difficulté, il y a quand même eux-mêmes le propre miroir qu'ils vont avoir avec les anciens patients qui vont leur rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, ils en étaient eux-mêmes. Et puis aussi la nécessité de professionnaliser, de former de façon très stricte, j'allais dire, de se donner toutes les garanties de la compétence professionnelle pour ces personnes afin que l'apport pour les usagers, qui sont encore usagers à ce moment-là, soit réel. Donc c'est dans cet esprit-là que Michel Laforcade a dit banco pour réfléchir à l'expérimentation et peut-être mettre en place quelques médiateurs dans quelques établissements, tout en sachant que la formation est en train d'être revue et qu'avant que les personnes concernées sortent de formation, il se passera encore un petit peu de temps. Et que donc c'est un travail de minimum de moyen terme qui nous attend. Alors, Monsieur Hulin, vous connaissez aussi la réponse, puisqu'on a eu une réunion du CREPSI consacrée, entre autres, à ce thème-là, qu'on a eu la contribution et le témoignage d'Alain Carinti, qui est tout à fait précieux, qui est sur le site du CREPSI. Maintenant, je pense qu'on est en marche. Alors,
je ne sais pas si on est du côté vraiment de la mise en œuvre tout de suite, mais il me semble qu'on est en marche vers... enfin, en tout cas, il y a des intérêts en Mayenne, en Maine-et-Loire, en Loire-Atlantique autour de cette question. Mais comme vous le dites, ça se prépare, il y a de la formation. J'ai juste une information à donner dans le cadre de la formation des médiateurs santé-pairs. Tu te mets plus près. Plus près, Christine, plus près. On a organisé une collaboration avec nos amis québécois, puisqu'effectivement c'est une importation, ce concept et ces actions. Et je voulais signaler le fait qu'il allait y avoir au CNAM, le 8 juin prochain, une journée entière, un colloque ouvert largement sur la question des médiateurs santé-pairs et de leur formation, avec des experts québécois qui vont nous faire part de leurs expériences. En tout cas, c'est sûrement une question qu'il faudra traiter dans le cadre du PRS. Denis, si je peux rajouter quelque chose, je trouve que l'exemple que vous avez donné, monsieur, et voilà, c'est de là, il faut partir de cela. Enfin, vous avez donné le bon exemple. C'est exactement ça la question. C'est comment est-ce qu'on construit? Eh bien, on s'est tous pris des portes dans la figure en croyant bien faire et tout, en parlant pour eux à la place d'eux ou je sais pas quoi. Enfin, en essayant de faire bien. Tout le monde s'est pris ça. Je vous remercie beaucoup d'apporter cet exemple parce qu'il montre, voilà, il montre la réalité du travail à faire. C'est celle-là. Et là, sur l'expérience des médiateurs pairs, il faudrait qu'ils viennent la raconter. Enfin, c'est tout à fait important. Sur l'eau tiède, quand même juste, je l'ai trouvé un petit peu dur. Il y a quand même un désaccord entre vous, hein, sur la question du travail. Dans le plan, les 5 points qu'on connaît bien, hein, parce que c'était organisé la communication, il n'y avait pas un colloque où il n'y avait pas quelqu'un de l'UNAFAM qui disait « je suis de l'UNAFAM, on a fait un plan en 5 points », etc. Tout le monde l'a retenu. Formidable. Bravo, ça a été une action extraordinairement bien faite. Je trouve que les psychiatres ne sont pas des bons communicants et qu'il faut aller chercher les communicants ailleurs. Mais la place du travail, elle venait, si je m'en souviens bien, si possible. Dans le rapport du centre de preuve, c'est pas si possible. Le travail n'est pas un objectif, c'est un moyen. Boulevard pour votre deuxième question. Donc là, il y a un désaccord entre les deux énoncés. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre parce que tout vieillit, y compris nous. Et je dirais, à l'époque où ces 5 points, qui sont devenus 6 d'ailleurs, j'en ai donné 6, ont été construits, si je puis dire, ce n'était pas l'époque où nous vivons maintenant, ou où nous vivons depuis, je dirais, 5 ans. Donc, ce qui était effectivement omis ou mis un peu sous le chapeau il y a 5 ans, aujourd'hui est beaucoup plus considéré. Et vous m'ouvrez la porte à l'autre question que j'avais. Aujourd'hui, concernant le travail ou l'employabilité, il y a 2 méthodes qui s'opposent, si je puis dire. Une méthode anglo-saxonne, qui est le place and train. On vous met dans la bassine et puis on va vous aider à ne pas vous noyer. Et l'autre qui est le contraire, train and place. Donc, on va vous former, et quand vous serez bien formé, on va voir si on peut vous mettre dans la bassine. Quelle est la meilleure? Il le sait. Hein. C'est vrai que la meilleure, ça a été validé, c'est place and train, c'est évident. Cela dit, il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas supporter cette démarche-là. Donc il faut aussi avoir un panel de réponses possibles en fonction, parce qu'il vaut mieux former quelqu'un et ne pas le placer dans un premier temps dans un emploi, si de toute façon il ne peut pas être dans un emploi. Donc c'est une façon de mettre le pied à l'étrier. Mais très clairement, à possibilité équivalente, c'est le place and train qui marche de très loin le mieux. Et puis c'est logique, puis c'est évident. C'est-à-dire que si vous êtes dans un emploi, vous allez, surtout s'il y a des techniques de remédiation qui vous aident à monter en compétence au niveau de votre déficit fonctionnel et d'entraînement de vos habiletés cognitives, l'apprentissage va se faire beaucoup mieux. C'est toujours comme ça. Donc,
on rejoint aussi un certain nombre de données qui prouvent qu'il faut le plus possible mettre en position de faire quelqu'un et de lui apporter parallèlement ce qui lui est nécessaire pour le faire, et pour le faire de mieux en mieux. Oui, d'où la nécessité d'évaluation, Absolument. de façon à ne pas aller mettre une personne dans une position où elle va couler. Hein. Absolument. Donc, c'est à mesurer. Mathieu Lafrechou. Oui, merci beaucoup. Vous me donnez la parole sûrement pour témoigner de l'expérience que nous menons en Mayenne sur le Job Coach 53. On a une petite expérience pilote que l'on essaye de mettre en place. Ça fait quelques mois, ça se déroule plutôt pas trop mal jusqu'à maintenant. La question que vous soulignez, effectivement, est-ce qu'il y a des personnes qui sont tellement en fragilité qu'il faut mieux attendre. On se la pose à chaque fois. Et en fait, pour autant, à chaque fois, la question de la prise de risque, c'est aussi la personne qui le mesure. Et à chaque fois, finalement, il y a un travail qui est enclenché. Nous, ce qu'on essaye d'accompagner, enfin les job coachs, c'est comment accompagner la mesure de cette prise de risque avec toutes les difficultés, bien entendu, liées à la maladie. Donc c'est pour accompagner cette réflexion-là, c'est peut-être ça ce qui est... Voilà. C'est très bien dit. Très bien. J'ai encore un peu de temps. Alors l'autre, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un ressenti. C'est revenir sur... en fait, ils sont mêlés le logement, en fait, le parcours de santé et le logement. Plutôt le logement dans le parcours de santé. Il y a environ 3 ou 4 ans, dans une manifestation similaire à celle-ci, j'avais dit le logement fait partie du soin. J'ai eu droit à des réponses furieuses. Mais je continue. Le logement fait partie du soin. Donc, faut-il qu'il soit accompagné pour ce faire. Et il y a une chose qui me fait très peur, c'est le rapport Pifto. Très, très peur. Il me fait très peur parce que il y a une impulsion qui n'est peut-être pas du terrain, qui est plus politique ou autre, mais peu importe, je ne veux pas rentrer dans le débat. Mais qui me fait très peur parce que je crains qu'on soit dans une notion de reproduction, c'est-à-dire pour enlever le zéro, on va bricoler l'existant. Alors que la solution, elle n'est certainement pas dans le bricolage de l'existant, parce que souvent il est bancal, on a parlé de changement de paradigme, bon, c'est ça, ou sans aller aussi loin, c'est peut-être des innovations importantes en la matière, mais je crains beaucoup le bricolage, parce que ça ne tiendra pas beaucoup, et ça risque même d'être contre-productif. Je vais citer des exemples. On parle beaucoup maintenant, à juste titre, de la mixité en termes de logement. C'est-à-dire vous avez des opérateurs qui s'occupaient avant de déficients mentaux, ils ont de la place, ils vont répondre à des demandes qui sont amenées par des gens qui cherchent un logement. Et donc, on va prendre des psychiques. Si c'est fait comme ça, on va à une catastrophe. Ça nécessite, à minima, que les personnes qui assurent l'encadrement aient suivi une formation ad hoc en la matière. Sinon, il y aura 2 catégories de malheureux, les déficients intellectuels qui ne comprendront pas ce qui arrive près d'eux, et les handicapés psychiques qui eux-mêmes auront leur propre réaction. Donc, ça me fait très peur. Ça me fait très peur parce que tout ça, ça va se faire à la va-vite. Ça va demander beaucoup de coordination, et je partage les avis de Madame Hardy sur la coordination. Et
je vais vous raconter encore une petite histoire. Elle est toute fraîche, elle est de ce matin. J'ai eu la mauvaise idée avant de venir ici, j'avais une demi-heure à tuer, aller voir ce qu'il y avait dans ma boîte mail. Toujours dangereux. Je n'ai pas été déçu du voyage, puisque ils viennent de sortir. Est-ce que vous connaissez les PCPE? Ben non, vous aurez au moins appris quelque chose. Ce sont les pôles de compétences et de prestations externalisées. Hein? Qu'est-ce que ça fait? Je lis. Maintenant, la mission Une réponse accompagnée pour tous sur les rails. La Direction générale de la cohésion sociale vient de détailler par circulaire son dernier né pour la prise en charge des personnes handicapées. Les pôles de compétences et de prestations externalisées. Le dispositif entend, entre guillemets, compléter la palette de l'offre médico-sociale. Alors, il va y avoir donc ces organismes qui vont être créés et raccrochés à de l'existant. Et la suite me fait bondir, Madame Courrèges, afin de compléter le plan de prévention, etc., de 15 millions, n'est pas 15 millions, et ce, en particulier au titre des interventions directes de professionnels spécialisés au domicile. En complément, les ARS pourront mobiliser les reliquats non pérennes, non affectés au groupement d'entraide mutuelle GEM. Alors là, je sursaute parce que voilà un truc qui marche très bien. Il faudrait soit en rouvrir, soit agrandir ceux qui existent. Non, on va donner un petit coup de rabot. Et méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie, Maya, ou des autres marges dégagées sur des fonds d'intervention FIR pour le développement des pôles, etc. etc. Donc, mon expression est un peu rude, mais on va être dans le bricolage de tous les côtés. Voilà, je voulais vous faire partager cela. On va passer Madame Courtet, et puis après on passe à la troisième table ronde. Excusez-moi, très rapidement. Anne Courtet, directrice du pôle médico-social de l'EPSM de la Sarthe. Je fais écho à votre propos, Monsieur Giraud, parce que je trouve votre question très intéressante sur le rapport Pifto qui va se déployer. En Sarthe, on a été retenu comme territoire d'expérimentation à l'attention des personnes en situation de handicap psychique. Parallèlement, il y a des initiatives des acteurs sur le département. Le PSM en fait partie, mais il y a également l'association Adgesti et l'association UNAFAM de la Sarthe, où nous travaillons à un projet d'association de coordination des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l'attention des personnes en situation de handicap psychique. Le déclenchement de l'expérimentation du rapport Pifto peut fragiliser un projet comme le nôtre, en fait. C'est tout le paradoxe de cette situation, c'est qu'on se pose la question aujourd'hui de comment on va construire un maillage social et médico-social en lien avec le maillage sanitaire. Voilà la question qui était posée en introduction au Conseil départemental du Maine-et-Loire. C'est notre question aujourd'hui en Sarthe et on ne l'a pas encore résolue. Pour autant, le déclenchement de l'expérimentation, si il se fait en écho avec ce que vous décrivez là des PCPE, je ne connaissais pas encore, il se peut en fait que des ressources que nous avons aujourd'hui en tant qu'acteurs sur des projets que nous construisons soient mises à mal. Voilà, donc j'appelle à la prudence et j'aurais même tendance à dire profitons de ce contexte du rapport Pifto pour asseoir l'ossature sociale et médico-sociale qui fera le lien avec l'ossature sanitaire. La fonctionnalité dont on parlait tout à l'heure, dont vous parliez, Madame Hardy, j'y crois, mais je crois aussi aux organisations qui les portent. Et je pense qu'on a besoin de se poser cette question-là. Voilà, donc peut-être pour réunir différents sujets, voilà, j'appelle à la synthèse dans le contexte du rapport Pifto pour éviter de répondre trop vite et mal, et peut-être de construire des réponses pérennes dans le champ de la coordination. Voilà. Merci beaucoup.